Mes chers collègues, bonjour à tous. Comme vous le savez, la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a notamment créé l'index égalité professionnelle, s'imposant à toutes les entreprises de plus de 50 salariés qui doivent le calculer, le publier. Il permet de mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et le chemin qui reste à parcourir en vue de l'égalité. 5 ans après la création de cet index, le Haut Conseil à l'égalité a décidé de dresser un bilan sincère, exigeant de l'efficacité de cet outil et de proposer des pistes d'amélioration. Nous avons donc l'honneur de recevoir aujourd'hui les autrices de ce rapport. Madame la Présidente, Sylvie-Pierre Brossolette, vous êtes présidente du Haut Conseil à l'égalité. Et puis Madame Julia Méry, vous êtes déléguée à la formation égalité professionnelle du Haut Conseil à l'égalité. Mesdames, je vous remercie vivement d'avoir accepté notre invitation pour nous présenter à la fois les grandes lignes de votre rapport. Ce rapport s'appelle « Salaire 5 ans après l'index, toujours pas d'égalité », tant sur son volet constat que sur le détail des recommandations que vous avez bien voulu y formuler. Nous serons tout particulièrement attentifs aux pistes que vous évoquez et éventuellement indiquer quelques mesures législatives le cas échéant. Sans plus attendre, je vous laisse donc la parole pour des propos liminaires, puis ensuite nous aurons des interactions avec nos orateurs de groupe. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est toujours une joie pour moi de me retrouver devant vous. La délégation droits des femmes, c'est mon rituel favori à l'Assemblée nationale. On trouve toujours une oreille attentive et compétente. Donc aujourd'hui, comme vous venez de le dire, Madame la Présidente, j'ai le plaisir de vous présenter avec Julia notre rapport sur l'index dit Pénicaud, bien connu, et qui a eu le grand mérite d'exister. Et puis, malheureusement, évidemment, quelques insuffisances que nous allons vous indiquer et qui laissent le champ libre. Madame Pénicaud l'avait dit elle-même d'ailleurs dès le départ, à des améliorations, des amodiations, toutes sortes de pistes pour en faire un meilleur index, d'autant plus que une directive a été prise à Bruxelles que nous devons transposer, qui donne des indications un peu différentes et complémentaires, mais souvent plus exigeantes encore que l'index dit Pénicaud, pour mesurer et rectifier les écarts salariaux entre femmes et hommes. Et donc, nous nous sommes attaqués à ce dossier avant même que la Première ministre, Madame Borne, de l'époque, annonce qu'un nouvel index serait bâti en reprenant le meilleur de l'index existant et en y intégrant évidemment les nouvelles exigences de la directive de Bruxelles, et que ce serait terminé, appliqué avant même la date butoir indiquée par Bruxelles début 26. Donc normalement mi-25, nous devons avoir un nouvel index qui s'inspirera, nous l'espérons beaucoup, au HCE de nos recommandations évidemment, mais qui découlera du dialogue social, puisque la commission qui doit réfléchir au sujet a été mise en place, a commencé son travail et doit remettre dans les 6 mois, je crois, avant la fin de l'année en tout cas, ses recommandations au gouvernement pour qu'il dépose au Parlement un texte qui puisse être voté à temps pour que tout soit mis en œuvre comme prévu pour mi-25. Alors, nous, on est parti de l'index existant en faisant un constat équilibré entre ses avantages et ses insuffisances. Les avantages, vous les connaissez comme nous, c'est d'abord qu'il existe et qu'il a une volonté de progrès. C'est-à-dire c'est pas juste une photographie, comme ont été jusqu'ici les différents outils qui étaient à disposition des uns des autres, mais l'idée c'est qu'on ne peut pas en rester avec une mauvaise note ou un mauvais constat. Il faut progresser pour atteindre cette fameuse égalité salariale promise depuis 1972. Je signale que la première loi date d'il y a plus de 50 ans, et qu'on n'y est toujours pas. Donc il est quand même temps de se remuer.
Et là, c'est l'occasion plus que jamais, puisque l'Europe, en plus, nous aiguillonne. Donc, il a eu le mérite d'exister, cet index. Il a eu le mérite de mettre en valeur les différents aspects de l'inégalité salariale. Il ne s'est pas juste contenté d'une photographie des différences de salaire, mais aussi il s'est penché sur le nombre d'augmentations données à des hommes ou des femmes, les promotions, les augmentations post-congé maternité, les plus hauts salaires. Enfin, donc il y a eu plusieurs critères, ce qui était très intéressant et qui montrait à quel point les inégalités salariales n'étaient pas juste dues au fait qu'on n'avait pas le même salaire au même poste, mais que ça pouvait être induit par tout un parcours et des conditions externes au pur contrat de travail. Ça a eu évidemment un effet sur les entreprises puisque on leur donnait un nouvel objectif et qu'il fallait qu'elles se comptent, qu'elles examinent leur performance. Et c'est toujours bon quand on oblige une entreprise à s'introspecter, comme n'importe quel autre organisme, on fait prendre conscience à beaucoup de monde des insuffisances et des éventuelles injustices. Et puis, comme elles sont incitées à avoir une meilleure note, puisque c'est ça l'objectif, il faut qu'elles progressent. Donc normalement, elles devaient progresser. Et puis, ces insuffisances, si elles étaient constatées, devaient conduire à des sanctions. Ça a un petit peu commencé, mais très et trop faiblement, ce que nous avons constaté. Parce qu'effectivement, il y a quand même des inconvénients, des insuffisances. Les inconvénients, c'est que trop peu d'entreprises sont concernées. En prenant celles qui ont plus de 50 salariés, ça ne fait que 1% des entreprises. Et avec toutes les exceptions de décompte, parce qu'il y en a trop là aussi, on élimine les entreprises qui n'ont pas plus de 3 salariés du même sexe. Donc oui, tous ceux qui sont un peu mono-couleur de côté genre sont éliminés. Et puis on neutralise le temps partiel. Et puis pardon, je vais arrêter ça. Et puis, il y a des incalculables. Enfin bref, il y a énormément d'exceptions qui sont faites, ce qui fait qu'il n'y a plus que 26% des salariés qui sont concernés par l'index. Donc 1% des entreprises, 26% des salariés. Ça donne certes une photographie intéressante, mais quand même un peu partielle. Et puis, on considère qu'il y a une zone de tolérance de 5% de différence. C'est questionnable au minimum et donc ça élimine en fait la réalité actuelle de ce qui est calculé à travail égal. Les différences de salaire, vraiment à poste le plus égal possible, c'est 4%. Donc si on élimine les 5%, pouf, on ne trouve plus rien. Tout va très bien, Madame la Marquise. Il y a un tour de passe-passe qui ne va pas. Parce que vous savez, est-ce que je dois vous rappeler les inégalités salariales en France Bon, 24-25%, tout confondu, 15% si on prend à poste égal et sans les temps partiels. Et puis après, vraiment à poste vraiment égal, c'est 4%. Mais nous n'appliquons toujours pas à valeur égale, ce qui est demandé déjà depuis 1972 et qui est redemandé, j'y reviendrai, par la directive. Donc dans les petits défauts aussi de l'index, il y a qu'on peut s'en tirer avec une note de 75 sur 100. Ce qui permet d'avoir encore des grosses inégalités, des grosses injustices, de s'en tirer avec clap-clap. On a une note entre 75 et 100, donc on est bon, on ne se bouge plus. Et en même temps, les tribunaux peuvent très bien condamner, c'est arrivé, des entreprises qui avaient plus de 75% à l'index parce que les inégalités salariales avaient été dûment constatées. Donc là, il y avait un hiatus qui ne colle pas. Ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et les sanctions sont un peu trop faibles puisque ça fait maintenant plus de 5 ans que ça dure. Et les entreprises, il y a encore des entreprises qui ne déclarent pas, il y a encore des entreprises qui sont en dessous de 75, beaucoup qui sont entre 75 et 88, la moyenne étant 88, ce qui n'est toujours pas 100, hein, comme vous le constaterez. Et il y a cette affaire de valeur égale qui n'est toujours pas prise en compte. Donc, qu'est-ce que nous préconisons pour la suite ? Nous avons eu une méthode qui a été bien élaborée par Julia et qui me complétera après s'il y a besoin. Et puis, à vos questions, elle répondra dans le détail. Nous avons voulu embarquer le maximum d'acteurs à l'Assemblée égalité professionnelle du HCE, où sont représentés les partenaires sociaux.
hein, pour 2 tiers. Il y a 1 tiers de PQ, mais les 2 tiers, c'est les partenaires sociaux. Et jusqu'ici, le patronat n'avait jamais voté pour. Il votait toujours contre toutes les mesures qui étaient suggérées. Donc on avait un objectif désembarqué pour arriver à une méthode où quand même à la fin ils soient d'accord pour quelque chose. Et nous avons eu le grand plaisir de se mettre d'accord avec eux sur une méthode pour faire figurer dans le rapport même les mesures qu'ils ne votaient pas. C'est déjà un grand pas. Donc vous avez dans le rapport toute la panoplie des mesures et des propositions possibles, même celles qu'ils n'ont pas votées. Et ensuite, la totalité du rapport a été adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés, sachant que le patronat, n'ayant pas voté non, s'est abstenu. C'est déjà un énorme progrès. Donc nous avons facialement l'unanimité des suffrages exprimés. Et au moins pour tout ce qui figure là, ça a été vu et revu, y compris par les organisations patronales, qui étaient d'accord pour que ça figure dans le rapport, même s'ils n'étaient pas d'accord sur tout. Mais il y a une grande partie de nos propositions où il y a eu consensus. Et donc ça aussi, ça a été l'œuvre d'1 an de travail où vraiment on a fait le maximum pour dégager des consensus sur certaines mesures, pour faciliter le travail qui allait venir du gouvernement et des partenaires sociaux. Dans ces mesures consensuelles, il y a le maintien du principe d'un outil multifactoriel, ce qui n'est pas marqué dans la directive. La directive continue à se concentrer sur ce qui est purement égalité salariale. Donc nous maintenons l'idée qu'il faut regarder le nombre d'augmentations, le nombre de promotions, qui est plusieurs critères, pas juste le critère de l'égalité des salaires. Ensuite, tout le monde est d'accord pour intégrer tout de suite l'indicateur numéro 1. Dans l'indicateur numéro 1, ce que demande la directive salariale, c'est qu'au lieu d'avoir juste l'égalité de salaire et de savoir si c'est bon ou pas, il y a 7 sous-facteurs qui sont examinés par la directive, par quantile, par travail partiel ou pas travail partiel. Enfin, il y a plusieurs critères qui ne sont pas examinés par l'index Pénicaud, qui le seront avec la directive, et tout le monde est d'accord pour l'intégrer tout de suite. En plus, évidemment, la directive demande que ce soit le critère à valeur égale, ce qui va enfin être appliqué, ce qui demandera beaucoup de boulot, de classification des différents métiers par valeur égale. Le seul endroit où c'était vraiment bien fait jusqu'ici, c'est au Québec, où dans le secteur public, toutes les classifications ont été refaites en fonction de la valeur égale. Et effectivement, une infirmière chef, maintenant, est comparée à un emploi de bureau au même degré de pénibilité, d'horaire, etc. Et donc, ça a été rattrapé en 5 ans. En bloquant les salaires du secteur public, ils ont rattrapé en augmentant donc les valeurs qui ont été affectées finalement supérieures à beaucoup d'emplois de femmes, et ils sont arrivés à des emplois de valeur égale. C'est ce qu'il va falloir qu'on fasse ici, mais honnêtement c'est pas commode, il y a du boulot à faire. Ensuite, tout le monde est d'accord, gros progrès aussi, pour une automatisation du calcul de l'index par l'administration, ce qui permet d'éviter des entreprises qui se déclarent incalculables, des oublis, volontaires ou non. En tout cas, il y a une bonne volonté, ça décharge en même temps les petites entreprises du boulot, mais en tout cas, ça sera du coup impeccablement fait par l'administration, et on sera au moins sûr des chiffres qui sortiront. Il y a aussi l'idée qu'il faut recentrer la communication sur le boulot qui reste à faire, plutôt que les cocoricots qui étaient généralement faits sur c'est formidable, on a tant d'entreprises qui ont plus de 75, il faut plutôt dire ben, vous n'avez pas tout de 100, donc le boulot qui reste à faire, et donc la communication du gouvernement va être quand même centrée sur les progrès à faire, que les résultats déjà atteints. Enfin, nous avons réussi à trouver aussi une unanimité sur le fait de harmoniser tous les chiffres qui existent, parce que nous avons d'un côté plein de données sociales de l'entreprise dans la BDSE, je ne sais pas si certains sont familiers avec cette base de données annuelle, mais il y a d'autres données pour l'index. En fait, tout ça c'est très lourd pour les entreprises. On pourrait au moins se mettre d'accord sur quelles sont les données qu'il faut fournir et avoir en matière d'égalité femmes-hommes pour simplifier un peu la vie de tout le monde, cette mesure de simplification qui serait utile. En revanche, tout ça c'est consensuel. En revanche, il y a une majorité simple, mais enfin généralement c'est 2 tiers, c'était généralement nos PQ dans lesquels nous avons des représentants des entreprises,
qui étaient généralement pour des progrès, des évolutions en ce sens, et puis les syndicats, ça donnait généralement bien au-dessus de 60%. Bon, nous voulons maintenant introduire des indicateurs sur le temps partiel et les bas salaires, qui, gros inconvénient de l'index, n'y étaient pas. On veut aussi supprimer toutes les règles d'exclusion de calcul pour qu'il y ait plus de salariés qui soient compris dans le calcul, et supprimer le fameux écart de 5% sur lequel on fermait les yeux. Ben, on ne fermera plus les yeux dessus. On examinera non seulement le nombre, mais le montant des augmentations qui sont données, parce que des femmes pouvaient recevoir des augmentations, mais si elles étaient de 10 €, c'était pas fameux, mais ça comptait quand même. Alors là, il faut voir, est-ce que c'est les mêmes montants que ceux donnés aux hommes? Même chose pour leur promotion, elles pouvaient peut-être bénéficier d'une ce qu'on appelle une promotion, mais c'était peut-être un peu formel. Et là, il faudrait vérifier le type de promotion pour quel type de job. Et on souhaite aussi élever la note, qu'elle ne soit pas 75% maintenant, pour être félicité, mais au-delà, nous souhaiterions évidemment que ce soit 100, mais enfin, on va y aller progressivement, mais en tout cas, il faut l'augmenter. On penserait utile également, en tout cas 2 tiers d'entre nous, que l'index, la note soit affichée dans les offres d'emploi. C'est aussi une incitation aux entreprises de faire mieux, parce que ça, évidemment, guiderait peut-être les meilleurs éléments. Alors, aller vouloir se faire embaucher dans les entreprises qui ont la meilleure note. Donc, c'est important. Et enfin, que toutes les modalités d'implication des entreprises soient harmonisées au niveau des branches professionnelles, parce que là, c'est très, très dispersé. On pourrait mettre les obligations par branche, ce serait quand même une meilleure chose. Donc après, vous verrez dans le rapport, il y a aussi quelques mesures très minoritaires qui ont été citées ici ou là, mais je vous les épargnerai si ça vous intéresse. Tout ça est évidemment disponible sur notre site. Voilà, grosso modo, le tableau de la situation, à la fois du constat et des propositions que nous faisons. Nous sommes très contents de la méthode que nous avons employée pour essayer de dégager un consensus le plus large possible dans cette discussion. Nous allons continuer à employer cette méthode-là. Et globalement, l'accueil à ce rapport a été très bon. Nous l'avons présenté à Madame Vautrin, qui était très intéressée, qui va vraiment s'appuyer dessus dans les discussions qu'elle a avec les partenaires sociaux maintenant. Et d'une manière générale, tout le monde a eu à se féliciter de ce rapport et de ce qu'il apportait. Donc nous en sommes... Pardon, mais on se jette des petites fleurs, de temps en temps ça fait du bien, on est très content du travail qui a été long, hein, très très long, une bonne année, mais on est allé jusqu'au fond des choses et ça vous donne un outil de réflexion, et quand ça vous reviendra pour voter le nouvel index, vous aurez déjà avec ça un instrument important avec beaucoup d'éléments de comparaison ou de réflexion. Pardon, j'ai peut-être été un peu long, mais... J'ai fait le tour de la question. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Julia, pour l'instant? C'était assez exhaustive. Mais en tout cas, Julia m'aidera à répondre à vos questions peut-être plus précises si vous en avez. Oui. Pendant les questions, vous voulez un propos liminaire en même temps? Je peux peut-être faire un Oui, vas-y, complément. Mais effectivement, ça a été très exhaustif et merci. Bonjour à toutes et tous. Il y a également eu une dimension peut-être un peu plus technique, mais qui est l'articulation de l'index dans les autres obligations des entreprises en faveur de l'égalité salariale et professionnelle, qui a été aussi un vrai sujet, puisque donc effectivement là on a surtout regardé essentiellement l'index, l'instrument en tant que tel, ses méthodes de calcul, sa couverture, et je pense que là je n'ai rien à ajouter. Il y a aussi la question de est-ce que cet index finalement incite un peu plus au dialogue social dans l'entreprise autour des questions d'égalité? Est-ce que ça incite plus à l'action? Parce que finalement le principal levier d'action dans l'entreprise, ce sont les accords égalité professionnelle et ou le plan d'action. Là aussi, voilà, on a essayé d'aller un cran plus loin dans l'analyse et de constater que sur le papier, juridiquement, c'est très bien articulé, mais dans la pratique, ce n'est absolument pas opérant. D'où d'autres finalement préconisations, typiquement dans les consensuels. Effectivement, elle ne paraît pas aussi importante que les autres, mais d'obliger à une publication de l'index en même temps que ces accords ou plans d'action a aussi eu un retour consensuel, puisque les entreprises ont aussi l'obligation de publier leur accord ou leur plan d'action. Moins connu, peut-être moins médiatique que cet index, mais de lier finalement cet élément
de diagnostic qu'est l'index avec les outils d'action en face pour corriger les éventuels dysfonctionnements opérés était un point important. Et d'ailleurs, la directive aussi va inciter à s'appuyer beaucoup plus sur le dialogue social en entreprise pour pouvoir corriger les inégalités de salaire. Voilà, je ne dirais pas plus, mais c'était aussi une dimension importante pour nous. Merci beaucoup Julia. Et d'ailleurs, je ferai vraiment un complément à Julia en disant que un des inconvénients de l'index Pénicaud a été de faire passer vraiment au second plan les accords salariaux dans les entreprises parce qu'on s'en tirait avec une bonne note et alors, du coup les accords salariaux quelquefois étaient du coup encore moins bien traités qu'ils ne l'étaient jusque-là. Donc c'était quand même un comble. Voilà. Merci infiniment à toutes les deux. Peut-être passer maintenant à nos orateurs de groupe avec, pour démarrer, pour le mouvement Renaissance, Monsieur Gouffier-Valente. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, permettez-moi de vous dire à notre tour, au nom du groupe Renaissance, le plaisir qui est le nôtre de vous retrouver et de poursuivre les échanges que nous avons maintenant depuis plusieurs années autour des travaux du HCE et qui sont toujours des moments privilégiés et importants pour nous, qui plus est alors sur ce sujet hautement important de la lutte contre les inégalités salariales et la réduction des inégalités professionnelles. Après un travail d'évaluation de l'index Pénicaud, vous l'avez dit vous-même, qui était un outil important à vocation évolutive, et donc qui appelait dès le départ à être amélioré, transformé, et donc évalué. Nous avons d'une certaine manière aujourd'hui le premier vrai travail d'évaluation qui est fait conjointement à une directive européenne que nous aurons à transposer dans les mois qui viennent. Et il est important que nous puissions le mener, parce que même si les efforts sont importants depuis maintenant une dizaine d'années, renforcés depuis 2017 de manière active à travers un certain nombre de lois qui ont permis de travailler sur le sujet des inégalités, il est malheureusement, nous ne pouvons que constater effectivement la persistance de ces inégalités salariales, de construction de carrière également, de l'inégalité d'accès aux postes à responsabilité, des violences aussi, que l'on peut connaître, des violences sexistes, sexuelles en milieu professionnel, et qui nous appartient aujourd'hui de continuer à corriger et à lutter contre ces violences. J'aurais peut-être quelques questions suite à votre propos introductif. D'abord, parce que vous nous avez présenté les mesures qui sont dans le rapport, mais quelles sont les mesures qui sont portées par la directive aujourd'hui? Puisque effectivement, la directive est construite à partir de l'index, mais doit renforcer notre index. Quelles sont les mesures et les principales mesures que nous aurons à introduire dans notre droit et qui viennent de cette directive européenne? Deuxième question, l'index en lui-même ne suffit pas. Peut-être quelles sont selon vous les 2-3 principales mesures que nous devrions prendre ou renforcer aujourd'hui pour réduire les inégalités salariales et de construction de carrière? Enfin, quel est l'accueil des différents acteurs économiques et syndicaux? Et dernière question, nous avons voté il y a quelques mois une loi qui transpose cet index à la fonction publique. Les premiers résultats ont été publiés au tout début de l'année pour la fonction publique d'État. Ils seront pour les collectivités et la santé en mois de septembre. Les résultats sont excellents. À mon avis, là aussi, il y aura peut-être un travail d'évaluation à faire et des outils peut-être améliorés d'évaluation. Mais quel est votre regard sur justement ces outils dédiés à la fonction publique également, quelques mois après leur adoption? Merci beaucoup. Rassemblement national, Madame Engrand. Oui, merci Madame la Présidente. Merci déjà pour ces informations que vous nous avez transmises. Alors moi j'avais 3 questions. Une qui est plutôt sur l'index, vous avez déjà commencé à y répondre, parce que c'est vrai que votre rapport donc, met en lumière l'absence persistante d'égalité salariale malgré 5 ans d'existence de cet index. Donc là vous venez de répondre en partie, et donc pour moi c'était quels étaient les principaux obstacles qui empêchaient d'atteindre cette égalité. Donc vous avez déjà fourni quelques renseignements, mais je pense que le travail est encore devant nous, et donc c'est pour ça que j'étais très intéressée par une partie de vos réponses. Les 2 autres, c'est plutôt votre parcours, Madame, parce que j'ai lu un petit peu une partie de votre activité tout au long de votre carrière, et donc vous avez occupé des postes de responsabilité dans les médias. Et comment percevez-vous l'évolution de la représentation des femmes dans ce secteur, et quelles actions pourraient être entreprises pour favoriser une plus grande égalité? Et le dernier point, enfin Thomas, la dernière question, je ne vais pas abuser, vous avez également dénoncé un sexisme persistant chez les jeunes adultes. Et quelles seraient les mesures à préconiser pour sensibiliser et éduquer les nouvelles générations afin de combattre ces stéréotypes? Merci. Merci. La parole pour la France Insoumise, Pascal Martin.
Merci Madame la Présidente. Merci Mesdames pour ce rapport éclairant sur l'écart salarial entre les femmes et les hommes, sujet, comme l'a dit mon collègue Monsieur Gouffier-Valente, cher à notre cœur ici à la délégation aux droits des femmes. Mon groupe LFI-NUPES a déposé le 8 mars 2023, donc il y a déjà un an, une proposition de loi qui permet de revaloriser les rémunérations des métiers occupés majoritairement par des femmes en procédant par équivalence des différents emplois selon les modalités et une méthodologie définie par décret. Et en tenant compte notamment de plusieurs critères, et vous l'avez souligné, Madame la Présidente du HCE, de différents critères, le niveau de diplôme, les responsabilités, l'expérience, l'autonomie, l'initiative, la pénibilité requis pour ces emplois. Parce que cela nous paraît important de s'appuyer sur ces multicritères. Si la prédominance d'un sexe est corrélée à un écart de rémunération entre deux professions de même valeur, il faudra bien sûr y mettre fin. Cette méthode a fonctionné au Québec, vous l'avez également rappelé. Un rapport sur cette méthode devait figurer dans la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle déposée par la députée du groupe Renaissance, Marie-Pierre Rixain. Pour que l'index fonctionne, il est indispensable de définir une méthodologie efficace et peut-être que c'est là, permettez-moi l'expression, que le bas blesse. L'index ne mesure pas l'ensemble des facteurs structurants des inégalités salariales comme la mixité des métiers. Il n'a pas non plus été articulé avec les outils existants relatifs à la mixité des métiers et les enjeux de classification. Comme le rappelait le Défenseur des droits en 2013, les métiers occupés majoritairement par des femmes sont moins bien considérés dans les conventions collectives, moins bien évalués dans les classifications et donc moins bien rémunérés, sous prétexte qu'il ne s'agissait pas de vraies qualifications. Très peu de sanctions ont été appliquées, vous l'avez aussi signalé, et les contrôles aboutissent parfois à des sanctions sans nécessairement se traduire par une pénalité. L'index a eu que très peu d'effet sur la négociation en entreprise de l'égalité salariale, vous l'avez aussi rappelé. Pire, certains acteurs pointent le risque de renfermement du dialogue. C'est l'enjeu de confiance entre les différentes parties prenantes qui est également évoqué. L'index comprend des obligations de calcul, mais sans que ces calculs soient liés à des obligations d'analyse et ou de passage aux actions en faveur de l'égalité professionnelle. L'index a donc peu d'effet d'entraînement. On est, je crois, tous et toutes d'accord sur le fait que tout cela peut être amélioré. Vous avez rappelé quelques chiffres, le fameux quart de salaire en moins, l'écart de salaire entre les parents qui croît avec le nombre d'enfants et qui atteint 30% entre les mères et les pères qui ont plus de 3 enfants. La moitié des femmes de 25 à 34 ans pensent qu'on attend de leur part qu'elles fassent passer leur famille avant leur carrière professionnelle. Enfin, c'est des chiffres que l'on connaît parfois, mais qu'il est toujours bon de rappeler pour montrer que cette inégalité, elle est bien réelle. De plus, la réforme des retraites va aggraver ces inégalités, puisque là aussi, il y a un chiffre frappant qui est les fameux 40% d'écart de retraite entre les femmes et les hommes, hors pension de réversion, bien sûr. Et au 1er janvier 2021, 59% des bénéficiaires du SMIC étaient des femmes, tandis que 70% des bénéficiaires des banques alimentaires sont toujours des femmes. On voit bien aussi que la précarité et la pauvreté touchent majoritairement les femmes. Donc, si l'on fait le bilan de cet index après 5 ans, et c'est pour ça que vous avez écrit ce rapport, ne pensez-vous pas que cette mesure sert avant tout de mesure d'affichage à la fois pour les entreprises et les gouvernements de la majorité? Ça, c'est ma première question. L'index, en masquant les inégalités salaires, n'est-il pas finalement un frein à un véritable changement? Et c'est ma seconde question. Je vous remercie. Pour les socialistes, Marie-Noëlle Battistel. Merci Madame la Présidente, Madame la déléguée à l'égalité professionnelle. Tout d'abord, merci beaucoup à la fois pour cette présentation, mais aussi pour votre engagement au service de l'égalité d'une manière générale, évidemment. Donc, vous avez présenté le 7 mars dernier le rapport qui pointe évidemment les évolutions, mais aussi un certain nombre de faiblesses sur cet index qui a été créé, on l'a dit, en 2019. S'il a permis de faire prendre conscience des écarts persistants de rémunération entre les femmes et les hommes, et ça, c'était déjà très important de le rappeler, il ne prévoit pour autant pas de dispositif suffisamment concret pour les corriger ou améliorer significativement les trajectoires des carrières féminines.
Donc on constate que cet index est évidemment très utile, mais insuffisant, puisque les égalités salariales persistent, même si celles-ci tendent à se réduire de 4% à postes et temps de travail égaux. Il mesure également des disparités importantes entre le secteur public et privé confondus et à temps de travail identique. Le salaire moyen des femmes est inférieur à 15% celui des hommes. Et je ne reprendrai pas l'ensemble des chiffres, mais ces différences s'expliquent aussi surtout par la répartition genrée des professions. Les femmes n'occupent pas le même type d'emploi, ne travaillent pas dans les mêmes secteurs que les hommes et accèdent plus difficilement aux postes les plus rémunérateurs. Il faut donc agir pour beaucoup plus largement faire rentrer les femmes dans un certain nombre de professions. J'aurais donc quelques questions. Pouvez-vous nous orienter sur des propositions afin d'éventuellement remodeler cet index pour le rendre plus ambitieux, transparent et efficient ? Et que pensez-vous, par exemple, de l'opportunité de repenser la méthode de calcul et les indicateurs en supprimant, par exemple, la possibilité d'exclure certains effectifs en intégrant ainsi l'ensemble des éléments variables de la rémunération ou encore en prenant en compte les temps partiels trop occupés encore souvent par les femmes. Plus largement, je l'ai dit, qu'il fallait envisager une nouvelle mixité des métiers qui doivent aussi être mieux articulés avec cet index qui pourrait être plus utile qu'il ne l'est actuellement. Et puis, est-ce que la transposition en droit interne de la directive européenne du 10 mai 2023 nous permettra d'amorcer ce chantier global et d'aboutir enfin à l'égalité réelle entre les femmes et les hommes? Je vous remercie. Merci. Pour les écologistes, Marie-Charlotte Garin. Merci Madame la Présidente et un grand merci à vous deux sur vos travaux sur les inégalités salariales dans notre société. Je crois que la puissance publique est un acteur quand même prépondérant dans la lutte contre ces inégalités et aujourd'hui je déplore que la majorité de l'investissement de l'État il ait été réalisé dans des secteurs dits masculins. Alors on n'y fait pas forcément attention mais quand on regarde le détail sur le plan de relance de 2020 par exemple, il y a 15 milliards d'euros dans l'aéronautique, 7 milliards dans le numérique et c'est des domaines qui sont à 80% masculins. Donc moi j'ai envie de m'interroger, j'ai pas été la seule aujourd'hui, de se dire bon bah quid de la relance dans les métiers du soin par exemple, et à l'heure des grandes coupes budgétaires, on a vu que c'est par exemple le budget à l'égalité femmes-hommes qui chute de 9%. Je crois qu'ici il n'y a personne qui a à convaincre sur la nécessité d'un budget sensible au genre, donc on voit bien que ça peut être un outil intéressant pour arriver en amont justement de ces inégalités. À la page 15 du rapport que vous nous présentez aujourd'hui, on trouve un visuel qui détaille les facteurs des inégalités salariales. Moi je veux bien qu'on s'y arrête à un instant parce que c'est hyper intéressant. Premier facteur de l'inégalité, le temps de travail. On dit, vous l'avez dit, 79% des temps partiels sont occupés par des femmes et ces inégalités, elles vont se répercuter évidemment, notamment sur les retraites les plus faibles. C'est un des arguments que nous, on a beaucoup porté pendant la réforme des retraites. Mais je crois que ça nous interroge aussi en fait sur la question de la réduction du temps de travail. Parce qu'on sait que le recours au temps partiel, il est principalement pour s'occuper de ses enfants, de son foyer ou pour être proche aidant. Et de se dire que si on réduisait le temps de travail pour tout le monde, peut-être que la charge de la fameuse deuxième journée, le second shift en anglais, il serait mieux réparti entre les femmes et les hommes, et donc le recours au temps partiel serait bien plus lissé, et donc il y aurait moins d'inégalités salariales. Deuxième facteur, vous parlez d'une organisation de travail qui est non adaptée aux contraintes de la parentalité. Alors ça, on le voit à tous les étages et dans toutes les professions. Pareil, c'est souvent les femmes qui prennent les congés parentalité. Aujourd'hui, on a une proposition du gouvernement d'un nouveau congé parental qui serait raccourci à 6 mois. Il est accueilli plutôt froidement par les associations qui ont l'impression que c'est une manière de faire des économies en fait, sur le dos des parents et de les renvoyer le plus tôt possible sur le marché du travail. Et là, je m'interroge, est-ce que vous pensez qu'il serait pertinent, par exemple, d'avoir un congé paternité à égalité du congé maternité ? J'ose pas dire obligatoire, parce qu'on en est encore loin, mais en gros de se dire que les deux parents pourraient s'impliquer à égalité dès le début. Et là, on viendrait agir sur les inégalités salariales, notamment pour éviter en fait cet écart qui se creuse au moment des grossesses en fait dans la carrière. Donc ça pourrait peut-être être un levier. Troisième facteur, des conditions de travail non adaptées aux femmes. Nous, on porte dans notre niche écologiste la question de la santé menstruelle au travail. C'est refusé par le gouvernement en l'état. Et pour nous, ça permettrait aussi de jouer sur les inégalités salariales, puisque les femmes qui ont des douleurs menstruelles incapacitantes, aujourd'hui, elles perdent chaque mois 10% de leur salaire. Donc on vient encore creuser dans une société qui est déjà inégale. Et si je m'arrête sur ces trois facteurs, c'est pour dire que l'index, c'est un outil comme un autre. Mais est-ce qu'on n'a pas aussi intérêt à travailler sur la structure du monde du travail telle qu'on la connaît, puisqu'elle a été pensée par et pour les hommes, et que finalement, il est normal, du coup, qu'elle soit inégalitaire. Et donc peut-être qu'en plus des outils pour mesurer les écarts, peut-être que c'est en amont encore qu'on doit arriver.
Et enfin, j'entends bien votre volonté d'avancer de manière consensuelle et je pense qu'elle permet d'avancer. Mais du coup, je m'interroge sur les sanctions. Parce que nous, on a déjà eu le débat en commission des affaires sociales, dans laquelle on est aujourd'hui, avec par exemple conditionner les exonérations de cotisations pour les entreprises qui n'auraient pas un bon score. Ça, c'est des débats qu'on a eu régulièrement sur la première année de mandat notamment. Parce qu'on avance, mais on avance extrêmement lentement. Et donc, ce serait de se dire, bon, est-ce que finalement, on ne peut pas aller plus loin? Parce que le consensus, c'est bien, mais ça prend beaucoup trop de temps. Merci. Merci infiniment pour l'ensemble de vos interpellations et questions. Mesdames, je vous laisse organiser les réponses. Je vais répondre peut-être omis. Je vais faire au fur et à mesure, je pense que c'est ce qu'il y a de plus commode. Sur les mesures de la directive, oui, effectivement, j'ai passé un petit peu vite. Les mesures essentielles de différence par rapport à l'index Pénicaud, c'est que ça ne concerne que les entreprises de plus de 100 salariés, donc ça va être moins encore, mais normalement, on doit pouvoir garder notre seuil à nous. On ne fait pas de moins-disance en transposant, donc on doit pouvoir garder le bénéfice de ce qui est déjà acquis sans devoir s'aligner sur ce que dit la directive. En revanche, il y a quelque chose de plus dur dans le détail, donc comme je vous l'ai expliqué, des indicateurs demandés par la commission, enfin par la directive. Donc sur les augmentations, sur les niveaux d'inégalité, c'est beaucoup plus fin. Il y a 7 facteurs et pas juste un. Donc ça, c'est beaucoup plus détaillé. Mais on pourrait l'être encore plus. Une demande par quartile, on pourrait dire par décile. Enfin, tout est imaginable. On peut surtransposer aussi. Donc ça sera à vos imaginations. Et surtout, il y a dans cette directive une demande de sanctions dissuasives. Le mot est marqué ainsi, dissuasif. Alors là, c'est soumis à interprétation, évidemment, quand vous allez transposer, parce que qu'est-ce qui est dissuasif? Jusqu'à quel niveau il faut sanctionner les entreprises, quitte à les tuer? C'est toujours ce qu'ils disent. Attention, vous pouvez toujours nous sanctionner, mais il faut encore qu'on survive. Donc c'est pour ça que dans l'index Pénicaud, les sanctions sont encore relativement peu sévères et très étalées dans le temps. Comment faire pour obtenir une réelle sanction qui permette aux entreprises d'avoir vraiment peur et leur demande vraiment d'avancer, et que si jamais elles ne le faisaient pas, qu'est-ce qui se passerait? Donc ça, je vous laisse creuser le sujet, mais il y a ça dans la directive, et c'est important qu'il y ait ce mot dissuasif, il va falloir quand même l'interpréter sérieusement. Alors, les principales mesures, vous me demandiez, monsieur le député, pour diminuer les inégalités, mais c'est tout, malheureusement. Les inégalités salariales, c'est la résultante de beaucoup de choses, de toute notre société qui n'éduque pas les filles comme les garçons. Ça commence par les stéréotypes au jardin d'enfants, où déjà les filles ne sont pas traitées comme les garçons. Puis après, les profs qui n'interrogent pas les garçons comme les filles. C'est prouvé par des chiffres de l'éducation nationale. Puis l'orientation qui fait que les filles ne vont pas dans les filières scientifiques. Et elles se retrouvent dans des carrières, si on peut appeler ça carrière, stuck, pardon pour l'anglicisme, dans le care, dans évidemment les métiers les moins valorisés, les moins payés, sans perspective d'augmentation, les métiers précarisés, le temps partiel parce qu'elles ont encore, et c'est encore malheureusement la culture dominante, la charge mentale la plus importante dans les foyers. C'est encore elles qui s'occupent le plus des enfants, et quelquefois du 3e ou du 4e âge qui est autour du foyer. Tout ça, c'est les femmes. Et on en sort très très lentement et très très difficilement. Évidemment, la résultante à l'arrivée, c'est des différences de salaire, parce que c'est pas forcément à poste totalement égal. Effectivement, 4%, c'est déjà trop, mais 4% n'est pas encore scandaleux. Ce qui est terrible, c'est le quart de différence globale, et après aux retraites, le 40% de différence, parce que c'est la réalité des choses, c'est le 40% aux retraites. C'est la preuve qu'on n'a absolument pas eu le même parcours professionnel que les hommes. Et donc, je vous dirais que toute notre action au HCE, dans tous les domaines, contribue, et pas simplement dans des mesures spécifiquement travail, à essayer de redresser la situation. Bien sûr, on peut demander aux entreprises de faire un effort et de favoriser les carrières des femmes, mais il y a toute une structure de base qu'il faut corriger, comme beaucoup d'entre vous
l'ont dit. Vous nous demandiez quel a été l'accueil de ce rapport. Je vous avais déjà répondu un peu presque par avance. Il a été bon, il a été pris sérieusement. Même le patronat qui n'a pas voté pour toutes les mesures était en fait complètement conscient que les problèmes existaient. Et c'est pas... Leurs collègues hommes de chaque organisation patronale n'est pas toujours aussi motivé, mais les représentants de femmes qui étaient là, elles doivent faire avec leur organisation, mais elles étaient de cœur avec nous en tout cas, et elles étaient tout à fait d'accord. Et quant à la fonction publique, c'est une excellente chose que ça a été étendu à la fonction publique. On va voir les premiers résultats, mais tout ce qui peut contribuer à faire prendre conscience, à compter, à faire que des chiffres existent et que des discussions existent, ça fait progresser la cause. Donc il faut corriger les éventuels défauts ou effets pervers ou effets secondaires, mais dans l'ensemble, c'est quand même une bonne chose que la fonction publique ait été intégrée au dispositif. Madame, vous me disiez les principaux obstacles contre l'égalité. Je crois que je viens d'en donner quelques-uns. Malheureusement, ils sont très très nombreux. Et il faut reprendre un petit peu, comme vous faites d'ailleurs ici à la délégation, excellemment sous la présidence de Véronique, prendre tous les sujets les uns après les autres, lutter pour prendre à la racine ce qui ne va pas. Et ça ira mieux après, mais c'est long et ça demande beaucoup d'énergie. Sur le sujet spécifique qui est un vieux dada à moi, sur la représentation des femmes dans les médias. J'ai été moi-même une femme de médias, comme vous savez, 37 ans dans la presse écrite et souvent invitée dans la presse audiovisuelle. Il faut évidemment continuer les efforts qui ont été faits par la loi de Najat Belkacem, qui a donné le pouvoir au ex-CSA de New York de sanctionner le sexisme et de demander aux chaînes de radio et télévision de se décompter, ce qui a été une très bonne chose. Je pense maintenant que si vous aviez l'occasion, dans une loi sur l'audiovisuel, il va peut-être vous en arriver une à propos du secteur public, mais ça serait l'occasion, sans faire de cavalier, mais de demander que les comptes qui sont demandés aux chaînes, non seulement la photographie soit effectivement remise chaque année à l'Arcom, mais qu'une obligation de progression soit intégrée à ces chiffres. Même si on part de bas, même si on a des mauvais chiffres, mais au moins on progresse vers la parité chaque année un peu. Je pense que cette dynamique est importante à intégrer. Il n'y a pas juste une photo, mais il faut que ça bouge. Là, les bons chiffres qui ont été enregistrés depuis 10 ans, et de meilleurs en meilleurs, sont dus principalement au secteur public. Le secteur privé a fait des efforts, mais beaucoup moins. Et c'est grâce aux bons chiffres du secteur public que maintenant il y a des chiffres honorables en termes de nombre d'expertes et de chiffres globaux. Mais il faut absolument que les traînards dans le secteur privé puissent être sanctionnés. Et donc s'il y a une obligation de progresser et que l'Arcom constaterait qu'il n'y a pas eu de progrès, il pourrait y avoir sanction. Ce qui aujourd'hui, il n'y a pas. Il n'y a que le name and shame. Donc, à mon avis, ce serait une disposition importante à faire. Et surtout, il ne faut pas se contenter de l'audiovisuel. Il faut évidemment étendre ces dispositions-là au secteur numérique, parce que bientôt, l'audiovisuel, ça sera peanuts par rapport à ce que regarderont la masse des gens, et cette masse des gens regarde déjà le numérique, et nous avons fait des propositions précises au HCE de demander que les grandes plateformes s'auto-évaluent comme le font les chaînes de radio et de télévision, et que, dans un premier temps, ils publient leurs chiffres, la photographie, on ne leur demande pas tout de suite, ce qu'on n'a même pas encore demandé aux chaînes de télé, de progresser chaque année, mais nous avons fait l'étude nous-mêmes, c'est faisable, on prend les 100 contenus les plus vus sur chaque grande plateforme, et les patrons de Meta et de Google, messieurs Soli et Missoff, ont dit qu'ils étaient d'accord pour le faire, on leur demandera s'ils l'ont fait à la fin de l'année, de s'auto-évaluer comme nous l'avons fait avec une équipe de stagiaires de Sciences Po. On prend une série d'indicateurs et on calcule le degré de sexisme et de stéréotype de ces contenus. Rien que le fait de s'examiner fait qu'on n'arrive plus à s'exonérer tout à fait, même si on se qualifie d'hébergeur et non pas d'éditeur, on se rend compte de la responsabilité sociale qu'on a quand on fait les comptes. Et je pense qu'il y aura une prise de conscience assez massive du fait que si on fait vraiment ces comptes, et je vous demande de nous aider là-dessus et d'en faire aussi un élément législatif, parce que c'est très joli d'avoir l'accord ponctuel une année des patrons en question, mais d'abord ils peuvent changer, ensuite ils peuvent changer d'avis, mais s'il y a une loi qui leur dit on vous demande de vous compter
c'est une obligation de moyens, c'est même pas une obligation de résultat. Mais commençons déjà par ça. Comptez-vous. C'est pas très cher, hein. On l'a fait avec des stagiaires. Bon. Donc ils peuvent le faire avec leurs gigantesques moyens et ça aidera à faire prendre conscience. Et n'oublions pas qu'ils ne sont pas totalement que hébergeurs, ils sont aussi un peu éditeurs via les algorithmes qu'ils affectent à leur contenu. Et selon qu'ils poussent, comme on dit, qu'ils pushent des contenus vertueux ou pas vertueux, ça donnera des images plus ou moins atroces et dégradantes pour les femmes, alors qu'une majorité de contenus aujourd'hui sont au minimum terriblement sexistes et quelquefois violents et dégradants. C'est malheureusement l'état des choses, et comme c'est ce que regarde la jeunesse, vous voyez les dégâts que ça peut faire. Et donc, les jeunes adultes, vous y faisiez allusion, madame, il y a évidemment une chose à faire d'urgence, c'est de réguler le numérique. C'est la première génération qui a été, pardon l'expression, maintenant tout le monde l'emploie, biberonnée au numérique. 15 ans de numérique, et voilà les dégâts sur cette génération dont on imagine qu'avec MeToo, toutes nos lois, tous les efforts, etc., ils devraient être maintenant dans une pratique très égalitaire, mais pas du tout, ils sont pires que leurs aînés. Parce que les images données dans le numérique sont tellement épouvantables. Et le porno, n'en parlons pas, vous savez que nous avons fait un rapport sur la question qui a été édifiant. Et je remercie encore la représentation nationale, particulièrement les députés qui ont voté un amendement très important que nous demandions au HCE de supprimer par Pharos les images trop atroces de torture et de barbarie. Et j'en remercie encore Véronique Rioton, tout le travail qu'elle a fait avec vous pour proposer un amendement complémentaire, y compris à la CMP. On a gagné un petit peu, on a mis un pas dans la porte en obtenant que pour 2 ans, il y ait une expérimentation faite et que Pharos, pendant 2 ans, puisse être saisi et doivent enlever les contenus de torture et de barbarie sur les contenus porno. Je vous demande tous de faire des signalements, toutes et tous, de faire le maximum de signalements pendant ces 2 ans. Nous avons 2 ans pour prouver que nous sommes utiles et que cette mesure est utile. Donc je fais un appel au peuple. Vu les horreurs qu'on a voir. Voilà, donc malheureusement, ça suppose que vous regardiez ces horreurs, mais ça vous fera tous prendre conscience de l'urgence de la situation. Alors, que m'avez-vous demandé encore ? Oui, la valorisation des métiers occupés par les femmes. C'est un gigantesque problème. Nous en discutons souvent avec Julia. Évidemment, nous n'arriverons à rien et aucune égalité ne sera jamais acquise tant que les métiers majoritairement occupés par les femmes et qui sont effectivement évacués de l'index ne sont pas pris en considération et revalorisés. Enfin, c'est une évidence. C'est scandaleux. On a eu un espoir au moment du confinement et des applaudissements reçus par toutes ces femmes qui occupent ces métiers, et puis c'est retombé comme un soufflé. Il y a eu un peu de progrès, mais pas assez, et donc il faut systématiquement s'occuper de cette affaire de mixité des métiers, de revaloriser les métiers qui sont essentiellement féminins, parce que les patrons ou les dirigeants de ces métiers en profitent pour mal payer les femmes, parce qu'elles réclament moins, parce qu'elles font moins grève, parce qu'elles sont plus braves finalement, elles sont plus sympas que les hommes, elles se dévouent, c'est pas normal, il faut lutter contre ça, et effectivement il faut convaincre les patrons, les gouvernements de faire quelque chose là-dessus. Ça peut plus continuer comme ça, sinon on n'y arrivera pas. On pourra faire toutes les mesures qu'on veut d'égalité salariale. Si les femmes continuent à occuper très largement, majoritairement, mais presque exclusivement d'ailleurs, les métiers les moins bien payés, on n'y arrivera pas. Donc il faut commencer par les revaloriser. Et c'est vrai que l'index tel qu'il est fait ne vise pas cet objectif. Donc il faut se débrouiller autrement et l'intégrer dans les futures mesures et les futurs outils qui seront mis en place. Donc l'index, je ne dirais pas jusqu'à dire que c'est une mesure d'affichage. Non, c'est mieux que rien. Plus il y a des mesures, plus il y a une publicité donnée à ce qui ne va pas, plus les entreprises sont obligées de se compter, mieux c'est. Mais effectivement, ça ne suffit pas, nous l'avons dit très honnêtement. Il faut compléter, redresser et être plus sévère.
effectivement, c'est le groupe socialiste qui dit qu'il faut remodeler l'index. Oui, nous sommes tous d'accord. Nous voulons remodeler l'index. Je vous ai dit assez de détails sur ce que nous voulions faire. Nous plaidons effectivement pour la mixité des métiers, etc. Et la transposition, je l'espère, va permettre de prendre de l'avance là-dessus, parce que beaucoup de points sont soulevés. Et à l'occasion de la transposition, libre à la représentation nationale d'ajouter des points. On ne vous accusera jamais de surtransposer. Donc c'est vraiment l'occasion ou jamais. Là, il n'y aura pas de cavalier, vous ne serez pas sanctionné par le Conseil constitutionnel. Allez-y, rajoutez des mesures, rajoutez des indicateurs, rajoutez tout ce qu'on peut imaginer pour faire progresser l'égalité à cette occasion. Effectivement, Madame Garin, vous répétiez aussi un peu tout ce qu'on se dit. Les secteurs masculins, c'est vraiment se servent mieux que les secteurs féminins, et que le budget sensible au genre, effectivement, vous avez déjà avancé avec Céline Calvez et son rapport et ce que vous avez adopté. Je pense que le prochain budget sera déjà l'occasion de beaucoup de discussions, de soulever beaucoup de points, mais plus on le fait, mieux c'est. Et ça va permettre de corriger certaines inégalités, pas tout, mais certaines des inégalités. Et en tout cas, c'est un très bon levier qu'il faut employer. Dans tous les pays et toutes les villes qui l'ont employé ont permis quand même d'avancer. Donc c'est une très bonne piste. Le temps partiel, effectivement, toutes les mesures d'exonération de l'index actuel, ça doit disparaître. Ça, mais ça, je pense qu'avec la transposition, ça sera le cas. Évidemment, tous les autres sujets qui pèsent sur les inégalités, vous l'avez dit, la parentalité, la santé spécifique aux femmes, tout ça doit être examiné. Ça l'est peu à peu, ça commence à sortir de terre, on voit les choses arriver, et c'est tant mieux. Mais là aussi, ça va être l'occasion. La transposition, vous allez pouvoir peut-être aborder beaucoup de choses qui permettront effectivement une action en amont. Toutes les mesures que je souhaite d'éducation, et qu'on dit rapport après rapport au HCE, d'éducation, de formation pour les femmes, ça permettra qu'elles aient un meilleur ancrage dans la vie professionnelle. Ça leur permettra de se battre peut-être mieux pour effectivement obtenir que les conditions spécifiques de la santé des femmes soient mieux prises en compte, sans que ça soit tout de suite un handicap pour l'embauche, pour les augmentations. On voit très bien que les employeurs ont quand même tendance à trouver que d'employer des femmes, c'est toujours un risque, entre guillemets, qu'elles tombent, n'est-ce pas, c'est bien le mot tomber, hein, enceinte, et qu'il va falloir organiser les congés maternité. Tant que la société sera en plus organisée autour du fait que c'est les femmes qui portent le plus lourd fardeau de la maternité, du congé maternité, de la charge mentale ensuite, de l'éducation poursuivre, et que ça ne sera pas mieux réparti avec les hommes, on continuera à avoir des inégalités. C'est la matrice, si je puis dire, des inégalités. Il faut absolument que le fait d'avoir un enfant quand on le souhaite ne soit pas générateur d'une inégalité ensuite. Donc il faut que la société se réorganise. C'est un peu plus vrai dans les pays du Nord. Il y a déjà des exemples en Suède, par exemple, où un homme qui rentre après 18 heures, même un PDG, est considéré comme un mauvais gestionnaire. Et donc, en France, c'est le contraire. Eh bien non, tous les modèles sociaux, les modèles de vie doivent être un peu corrigés pour qu'il n'y ait plus ce handicap. Tout le monde est très content qu'il y ait des enfants dans un pays. Les couples sont très contents d'avoir des enfants, mais après, c'est toujours les femmes qui trinquent. C'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Donc, il faut essayer de se débrouiller pour bouger les choses. Et dans les sanctions, on n'a pas encore abordé le nom de l'égaconditionnalité. C'est une des mesures de sanctions qu'on aborde dans le rapport et qu'on propose. J'avais oublié de vous en parler. Là-dessus, il y a un consensus assez large, pas complet, mais assez large, pour appliquer ce que Mme Borne avait proposé, c'est qu'il n'y ait aucun marché public de passer avec les entreprises qui ne respectent pas un certain nombre de critères d'égalité, et en tout cas n'ont pas une bonne note à l'index. Je crois que j'ai un peu répondu à tout. Est-ce que j'ai oublié des choses, Julia, dans les questions qui ont été posées? Oui, après moi je veux bien te compléter. Complète éventuellement. Ouais. Vas-y, complète. Je vais peut-être reprendre effectivement oui. dans l'autre sens.
pardon, de ce qui a été dit. Mais effectivement, hein, donc on ne peut qu'appuyer sur le modèle à changer, notamment au sein de l'entreprise. Moi, je parlerai plus peut-être des leviers qu'il peut y avoir dans le monde de l'entreprise, puisque comme Sylvie l'a très bien dit, beaucoup de leviers sont finalement avant d'arriver sur le marché du travail et très tôt, finalement, dès les stéréotypes, dès la petite enfance. Mais effectivement, on a un mode du travail axé sur un modèle d'un homme célibataire, il n'y a pas de charge familiale. Donc on a encore penser la carrière et la journée de travail de manière continue. Et c'est un peu penser la discontinuité quelquefois à la fois dans la journée de travail et dans la carrière qu'il manque. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats en ce moment sur le temps de travail, la semaine de 4 jours, etc. C'est l'occasion peut-être de tout remettre à plat, mais il ne faut pas oublier la question de la charge de la parentalité, que ce ne soit pas un piège, que la semaine finalement de 4 jours ne soit encore qu'une nouvelle trappe pour les parents et notamment les mères vis-à-vis de la parentalité. L'égaconditionnalité, effectivement, et même un petit point complémentaire là-dessus, alors ça répondra aussi aux questions sur les mesures dans la directive, mais la fameuse directive transparence salariale incite à cette égaconditionnalité et au moins y réfléchir. Et on a eu l'occasion, avec le rapport sur l'index, de rappeler qu'il y a déjà une mesure d'égaconditionnalité qui était liée au plan de relance, d'ailleurs, que vous avez évoqué. En théorie, on ne devrait pas bénéficier du plan de relance si on n'a pas d'accord égalité professionnelle ou de plan d'action. Or, c'est absolument pas appliqué, contrôlé. On a signalé ça également lors de la remise du rapport. Ça fait déjà finalement quelques années que des entreprises devraient être sanctionnées par rapport à ça. Bon, apparemment, il n'y a pas d'égaconditionnalité parce qu'on ne sait pas quelle pièce donner lorsqu'on qu'on candidate à un marché pour savoir si vous avez bien rempli vos obligations. Donc il y a un vrai sujet là-dessus, notamment d'effectivité du droit, puisque manifestement il y a déjà des textes, mais encore faut-il les rendre applicables. Si je reste sur la directive par rapport à la première question qui avait été posée, elle va nous permettre d'aller plus loin néanmoins sur la couverture de l'index, et je pense à un point qu'on n'a peut-être pas abordé, c'est la question des primes dans la rémunération, qui ont été mises de côté en partie, en tout cas une partie de ces primes ont été mises de côté dans le calcul de l'index, et notamment ce qu'on appelle les primes de suggestion, donc dites finalement non liées à la personne mais au poste. Bon, on ne voit pas pourquoi il faudrait les mettre de côté. On parle par exemple de primes pour des horaires décalés, des primes pour port de charges lourdes, des primes de salissure. Ça peut être des choses comme ça. Évidemment que ça pèse pour beaucoup dans la rémunération. Et là, avec l'extension à la fonction publique, où les chiffres sont peut-être plus précis, hein, c'est 24% en moyenne de la rémunération, les primes. Donc évidemment que c'est important de le prendre en compte. Un mot d'ailleurs sur l'extension de l'index aussi à la fonction publique. Donc effectivement, on salue complètement cette initiative et même peut-être qu'elle va déjà corriger certaines critiques qu'on peut avoir sur l'index. La règle des 5% n'a pas été reprise, par exemple, de diminuer d'autant les écarts rémunérés. Il me semble aussi que la question du congé maternité n'a pas été reprise et ça, je pense que c'est faute de données, mais voilà, on n'a pas le détail de pourquoi cet indicateur n'a pas été repris et pourtant on le salue plutôt nous dans notre rapport comme il a été très critiqué cet indicateur, mais il a le mérite quand même, c'est celui qui a été le plus efficace pour mettre en valeur le fait que les entreprises n'appliquaient pas ou très peu cette loi de 2006 qui obligeait à faire bénéficier les femmes en retour de congé maternité des moyennes générales d'augmentation qui ont été versées dans l'entreprise pendant son absence, dans sa catégorie de poste évidemment, et où la moyenne des augmentations individuelles. On a réussi aussi à avoir un avis consensuel donc de l'ensemble de l'Assemblée sur le fait qu'il fallait peut-être aligner notre index sur la définition de la loi de 2006, histoire de mesurer la même chose. Voilà, il y aurait beaucoup à dire, je ne sais pas si on est encore bon en temps, mais sur la mixité des métiers, alors on n'en parlera jamais assez, c'est vraiment un fil rouge dans tout ce qu'on étudie par rapport aux inégalités de salaire et dans le monde du travail de manière générale. Là aussi, la directive invite et contraint à faire évoluer les systèmes de classification des emplois qui sont plutôt à la main des branches professionnelles. Et c'est un vrai sujet, c'est vraiment de remonter d'un cran plutôt que le niveau d'entreprise, remonter au niveau des branches professionnelles pour revoir cette classification. On a profité pour rappeler, et on va bientôt fêter les 10 ans de cette loi, la loi de août 2014 pour l'égalité réelle, qui oblige les entreprises à négocier tous les 5 ans la classification des métiers en tenant compte d'un objectif de mixité des métiers. On n'a pas vraiment un bilan très convaincant de la prise en compte de la mixité dans la classification. Et peut-être pour cause, puisque c'est vrai que pour se rendre compte qu'on sous-évalue un secteur professionnel très féminisé par rapport à un secteur très masculinisé, encore faudrait-il que les branches
voient entre elles comment est-ce que j'évalue un ou une secrétaire dans le BTP, un ou une secrétaire dans le secteur médical, par exemple. On n'a pas non plus cette vue transversale. Et donc, on l'a dit, c'est très bien de regarder des comptables avec des comptables, des aides-soignants avec des aides-soignantes. Il faut passer aussi par cette comparaison de métiers, de même métier. Mais encore une fois, et je renvoie aussi, je l'ai amené pour qui le voudra, le rapport du CSEP, Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, l'ancêtre de notre Assemblée, qui portait sur la prise en compte de l'égalité dans les systèmes de classification. Il date de 2018, rien n'a été fait depuis, hein, nos membres actuels nous l'ont rappelé, et je vous invite à le consulter, il donne énormément de choses très pratiques. Je crois que ça a dû être évoqué, vous parliez de la proposition de loi sur l'évaluation des critères. Donc oui, il y a beaucoup de méthodes qui sont regardées, de prendre des paires d'emplois, un emploi dans un métier très féminisé, un emploi dans un métier très masculinisé, à niveau de diplôme comparable, à pénibilité comparable. On remarquera assez systématiquement, et ce rapport fait beaucoup d'exemples pour l'illustrer, ah ben on n'est pas sur les mêmes coefficients, alors même que nos métiers sont comparables en tout point. Pourquoi ? Bon, encore faudrait-il pouvoir factualiser les critères, comme vous l'avez évoqué, des critères de responsabilité, de pénibilité, de diplôme, et bien plus encore. Voilà, parlons un peu long, il y aurait beaucoup à dire. Merci. Merci infiniment. Moi, je vais me permettre un petit rebond. Je ne sais pas si d'autres voudront le faire. Moi, je crois que dans ce qu'on observe dans les entreprises, c'est une volonté d'aller à l'amélioration, et que l'enjeu à chaque fois, c'est de trouver les indicateurs qui permettent d'avoir des éléments objectifs, réels, pour faire changer les pratiques et pas être dans des distorsions, évidemment. C'est à chaque fois la façon dont nous, on veut travailler. Et puis, je voudrais quand même rappeler, au moment de la loi sur les retraites, on a adopté un amendement qui va fixer une trajectoire de sortie et d'éradication de l'écart des pensions entre les femmes et les hommes. On l'a voté, il est resté dans le projet de retraite, et qui permet de regarder finalement les 3 entrées de discrimination: égalité à l'entrée, la difficulté de temps de travail que vous avez évoqué, et puis les différences de salaire. Donc finalement, c'est maintenant un tamis qui nous permettra de continuer à faire évoluer, et je crois quand même que les quotas, les index ont vraiment fait la démonstration du changement, et que les femmes compétentes sont partout dans l'entreprise et dans la fonction publique. Voilà, merci infiniment pour vos contributions, et nous, on s'en saisira pour la continuité, la transposition de la directive, avec ce premier travail que vous avez fait, qui est très inspirant. Merci à vous. Merci à vous. On vous a apporté, on peut le distribuer. Il y avait un petit slide avec les principaux chiffres. C'est formidable. Julien a fait un truc génial où il y a tout ce qui est essentiel. Je sais pas si... Voilà. Il y en a une douzaine là. Merci à vous. On lève la séance. Merci.